Bonsoir. Il peut être pratiqué individuellement ou en groupe. Une chose est sûre, il réunit et rassemble de milliers de personnes. Une célèbre citation dit d'ailleurs que le sport, comme la religion, est un opium du peuple. Le sport galvanise, électrise les passions et les concentre dans un même élan patriotique et chauvin. Pour les Nations Unies, le sport s'est révélé être un outil économique et souple pour promouvoir les objectifs de paix et de développement. Sa pratique est bénéfique tant dans la vie sociale que sur la santé. Cela dit, on peut aisément penser qu'il n'y a que du bon dans le sport ou alors que c'est un long fleuve tranquille. Pourtant, force est de constater que l'adrénaline produite par le sport ne crée pas que de l'émulation positive. Il n'y a qu'à voir les comportements des supporters entre eux, envers leurs équipes ou joueurs, et la liste est bien longue. Lorsqu'on estime que le sport doit regrouper, des situations vécues dans les fédérations, par exemple, poussent à l'interrogation. Le sportif est-il encore au centre de tout? Si oui, pourquoi autant de guéguerres dans nos fédérations qui d'ailleurs peinent à se réorganiser? Le sport est-il encore un instrument de cohésion nationale au Cameroun? Et que faut-il faire? La question, je vais la poser à notre invité de ce jour. Enseignant d'éducation physique et sportive, il a été entraîneur, joueur. C'est un produit de l'Institut national de la jeunesse et des sports où il a étudié la gymnastique et le football. Ancien délégué régional des sports du littoral, il est également conseiller en management des organisations sportives, consultant en administration, fonctionnement et gestion du sport. Emmanuel Guidio est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Oriane, bonsoir à tous les téléspectateurs de cette émission à qui je formule les vœux. Les meilleurs, surtout de santé, de bonheur, de prospérité. Je souhaite que tout le monde se porte sportivement très bien. Sportivement vôtre alors. Merci. Alors nous allons commencer par un aspect didactique. Je suis devant l'enseignant, je vais lui poser des questions vraiment pour bien comprendre. C'est à bâton rompu. Voilà. Alors quand on dit sport, cela renvoie à quoi exactement? Dans le jargon trivial, le sport, c'est la pratique, c'est le jeu. C'est le jeu, mais sur le plan étymologique, le sport, c'est une activité pratiquée, mais régie par des lois, par des règlements, et où les exercices sont codifiés. Ici, quand on parle de sport, on fait immédiatement allusion au jeu, à l'enjeu. Et quand on fait allusion au jeu, à l'enjeu, il va de soi qu'il y a la performance. Donc quand on est en sport, il faut dire que le sport, c'est le jeu. Mais derrière ce jeu se cache l'enjeu. Et derrière l'enjeu se cachent les performances. Derrière les performances se cachent des engagements, c'est-à-dire que le dépassement de soi. Et puis c'est à ce niveau que vous réalisez que des passions, c'est des chaînes, et il y a des comportements parfois déviants qui ne respectent plus l'idéal olympique. Est-ce que finalement on peut dire que cette expression sport ou ce mot sport est toujours utilisé à bon escient? Non, non, surtout non. Non, parce que vous savez peut-être pas, le commun des pratiquants dit qu'ils pratiquent le sport. Mais le sport est compétitif. D'accord. Oui, quand on parle de sport, c'est pour ça que j'ai dit enjeu. Le sport est compétitif. Il y a des compétitions à bien des niveaux. On fait la compétition par rapport à soi-même, parce qu'on veut améliorer absolument les performances. Et on fait la compétition, c'est-à-dire qu'il y a une compétition intrinsèque, il y a une compétition extrinsèque, parce qu'il y a des choses à prouver, il y a des choses à gagner, et à l'extérieur, mais il faut commencer par être motivé soi-même et s'engager pour, n'est-ce pas, pour satisfaire, pour produire un spectacle qui va être certainement, qui devrait être alléchant et qui est acheté par le public. Malheureusement, quand quelqu'un est en train de marcher, c'est-à-dire que pratiquer son activité saine, il va vous dire de manière triviale,
de manière triviale qu'il est en train de pratiquer du sport. Non, 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 je dis non. Là, il pourrait être en train de pratiquer l'activité physique. Très bien. Là, ça rejoint donc la question suivante, parce qu'ici, vous allez nous donner un peu la différence entre certaines expressions. Éducation physique et sportive et activité physique et sportive. Est-ce qu'il y a une différence ou c'est la même chose? Oui, bien évidemment. Éducation physique et sportive, le terme est beaucoup plus adapté à l'enseignement. D'accord. Oui, à la formation continue et certificative. C'est-à-dire qu'à partir de l'école primaire, non, à partir de l'école maternelle, parce qu'il y a les jeux orientés. Oui, les jeux guidés, les jeux orientés, expressifs au niveau de l'école maternelle. Après l'école maternelle, il y a l'école primaire. Et vous savez, vous devez le savoir, au niveau de l'école primaire au Cameroun aujourd'hui, il y a une fédération des sports. Oui. La FENASCO Ligue B. Oui. La FENASCO Ligue B, n'est-ce pas, qui regroupe les enfants de cette tranche, de cette catégorie d'âge. C'est-à-dire que les enfants qui sont dans les écoles primaires, n'est-ce pas, et qui pratiquent l'éducation physique et sportive. Et l'éducation physique et sportive, c'est une formation. En réalité, on ne devrait même pas parler d'enseignement ici, n'est-ce pas? Oui, mais on devrait parler de formation, parce que nous sommes formés pour éduquer. On n'enseigne pas, on éduque. C'est-à-dire qu'on transforme l'homme. On transforme l'homme à partir des données, n'est-ce pas? À partir de ce qu'on lui donne sur le plan physique, intellectuel, moral, psychologique, de manière à ce qu'il puisse s'adapter dans l'environnement physique et humain dans lequel il va se retrouver demain. Et c'est pour ça qu'il y a des programmes d'enseignement pour la maternelle, pour le primaire et pour le secondaire. Là, c'est un peu ramassé la définition de l'éducation physique, c'est-à-dire que c'est les contenus d'enseignement, les contenus de formation, les contenus de formation que l'enfant acquiert ou qu'on fait acquérir à l'écolier, à l'élève et même aux étudiants des universités publiques et même privées, n'est-ce pas, de manière à ce qu'ils puissent avoir des prérequis et des acquis, de manière à pouvoir se retrouver de manière confortable, vivre confortablement dans le milieu dans lequel ils vont se retrouver demain. Vous savez, à l'école, on nous demande de courir. On ne sait pas pourquoi on court. On passe on court parce qu'on veut réaliser une performance. Non, on court parce qu'une situation de vie peut vouloir que vous ayez envie de courir demain. Si vous avez envie de vous sauver, quelqu'un, si vous voyez le lion, si vous rencontrez le lion, vous aurez envie de vous sauver. Pensez que pour vous sauver, vous allez vous coucher? Non, vous n'allez pas vous coucher. Vous allez vouloir disparaître. Vous n'allez pas disparaître parce que vous n'avez pas le sens de la disparition. Non, vous allez commencer par courir. Vous comprenez un peu? Si vous tombez dans l'eau, il faut nager. C'est-à-dire que si vous arrivez de vous retrouver en situation difficile, c'est ça le but de l'éducation physique. C'est-à-dire que façonner un homme qui puisse, comme le disait Hébert, n'est-ce pas, Hébert, qui utilisait l'environnement physique pour pratiquer tout ce qu'il voulait pratiquer. D'accord. Et ceci est donc différent de l'activité physique et sportive. Voilà. L'activité physique et sportive, n'est-ce pas, est la pratique libre. Il faut dire ça déjà. Est la pratique libre des activités physiques et ou sportives. Parce que quand on dit activité physique et sportive, bon, vraiment, c'est bon, mais il faut dissocier les activités physiques et les activités sportives. Vraiment, il faut bien pouvoir les dissocier. Parce que les activités physiques, c'est pour le développement personnel, sans aucune pression, sans aucune contrainte. C'est juste pour vous permettre de stabiliser ou bien d'avoir la maîtrise, le contrôle des grandes fonctions de votre organisme. C'est-à-dire que si vous voulez marcher, bref, c'est maîtriser ce que nous appelons dans notre jargon le schéma corporel. C'est-à-dire que maîtriser votre schéma corporel, ce qui veut dire que si vous avez envie de courir, vous courez. Si vous avez envie de sauter, vous sautez. Si vous avez envie de rouler, vous roulez. Si vous avez envie de nager, vous nagez. Vous comprenez un peu. Bon, maintenant, quand on dit et ou sportive, c'est-à-dire que vous pouvez sortir le matin, vous allez jouer, pas pour réaliser une performance, mais pour vous épanouir. C'est-à-dire que pour vous offrir
pour vous donner du plaisir, pour donner le plaisir à vous-même de manière et à votre corps. Parce que donner du plaisir à son corps, c'est peut-être faire une passe réussie. C'est-à-dire que vous jouez avec des amis, vous avez fait une passe, vous dites à tout le monde, est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait? Hein? Ça vous donne une fierté personnelle, une joie intrinsèque. Et c'est ça. Donc, les activités physiques et sportives, en réalité, et c'est même pour un certain âge. C'est vrai que c'est pour tous les âges, mais c'est pour un certain âge. On se donne le plaisir. Parce que quand on est à l'école, n'est-ce pas, on vit sous le joug de l'éducation physique et sportive, avec tout ce que cela comporte comme contenu de formation et compétition au niveau de FENASCO, FENASCO Ligue A, FENASCO Ligue B et puis la FENASU. Maintenant, quand on sort de ces cadres-là, on entre donc dans le cadre des activités physiques et ou sportives. À ce moment-là, vous n'avez plus de pression. Vous sortez le matin, vous dites que bon, ben avant d'aller, un peu de marche. Je marche un peu. Puis après samedi, vous dites je vais jouer avec des amis. Après avoir fait 1-2 tours, après, et là, il y a un peu de jeu. Et il y a aussi de l'enjeu, parce qu'il y a une rétribution après, c'est-à-dire qu'il y a une satisfaction personnelle, il y a une satisfaction collective de ce que vous avez gagné 2-0, par exemple. vous avez gagné vos adversaires, mais qui sont des partenaires, parce que vous constituez la même équipe, vous constituez le même groupe, vous vous divisez seulement le temps d'un match. Alors avec tout ce que vous venez de dire, on comprend naturellement que chercher la différence entre sport de compétition et sport de loisir, c'est clair que dans le loisir, il n'y a pas vraiment le sport. Non, dans le loisir, il y a le sport. Mais c'est un sport sans pression. C'est davantage une activité physique, ce n'est pas... C'est une activité physique. C'est pour ça que j'ai dit c'est une activité physique et ou sportive. Ouais. Mais ici, la performance est personnelle. C'est-à-dire que la performance, ça peut être que vous avez fait un centre en retrait. C'est-à-dire que vous avez fait un centre de 20-30 mètres qui arrive à votre partenaire. Voilà votre performance. C'est-à-dire que vous êtes satisfait d'avoir réussi à faire cette passe que vous aviez faite pour la dernière fois il y a 30 ans, quand vous étiez compétiteur de haut niveau, ou bien quand vous étiez compétiteur. Là maintenant, cette compétition-là, c'est juste pour meubler les jours qui vous restent. Vous donnez une satisfaction de savoir que ce que je faisais hier, je peux encore le faire aujourd'hui, mais à un degré très moindre. Juste à l'époque, je le faisais pour montrer aux gens que je suis capable de. Aujourd'hui, c'est pour montrer à moi-même que voilà ce que je suis capable de produire comme effort. D'accord. Toujours dans mes questions didactiques, la différence entre mouvement sportif et mouvement olympique. Oui, le mouvement sportif est dans le mouvement olympique. D'accord. Ça, il faut déjà le dire. Je prends l'exemple du Cameroun. On vous dit Comité national olympique et sportif du Cameroun. Oui. Hein? C'est-à-dire que c'est d'abord le mouvement olympique, n'est-ce pas, qui vient, puisque c'est le mouvement olympique qui dirige le sport mondial. Okay. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que toutes les fédérations sportives internationales, n'est-ce pas, vont s'affilier au Comité international olympique. C'est-à-dire que c'est la maison mère. C'est le Comité international olympique qui est la maison mère. C'est le Comité international olympique qui organise la plus grande fête sportive du monde, les Jeux olympiques. Les gens pensent que c'est la Coupe du monde. Du football. Il faut préciser. Oui, les gens pensent que la plus belle ou la plus grande fête du sport mondial, c'est la Coupe du monde de football. Que non. Pourtant, le football fait partie des Jeux olympiques. Des Jeux olympiques. Et puis, si le football ne respecte pas les canons du Comité international olympique, on le met à côté. Comme on a mis, il y a beaucoup de fédérations qui frappent aux portes du Comité international olympique. Ça, il faut le savoir. Hein. Oui, il y a beaucoup de fédérations internationales qui frappent aux portes du Comité international olympique. Mais le Comité international olympique prend d'abord son temps pour voir une analyse profonde et même très profonde de voir si ces fédérations peuvent faire partir, n'est-ce pas, du milieu olympique, de la fédération, du Comité international olympique, du mouvement sportif olympique qui est très 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 vaste, qui est très grand. Je dis que c'est une puissance. Au-delà de petits trucs que les gens font là, le Comité international olympique est très puissant. Je dis très 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 puissant. Alors, selon vous, pris de façon globale, le sport hier et aujourd'hui,
C'est le même? Sinon, qu'est-ce qui a changé selon vous? Oui, bon, il faut dire, il va de soi que le temps est dynamique. Et nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que le sport hier ressemble à celui d'aujourd'hui. Non, beaucoup de choses ont changé. Moi, j'avais pas de cheveux blancs, j'avais pas de calvitie il y a 35 ans. Je l'ai aujourd'hui. C'est comme pour dire que... Et puis, je voudrais que vous orientez un peu cette question. Le sport hier, sur quel plan? Parce que vous savez, le sport hier, c'est comme la Bible, avec beaucoup d'épîtres et de chapitres. Vous comprenez un peu? Alors, parce que s'il faut commencer à parler du sport hier, il faut qu'on ait déterminé le champ, n'est-ce pas? Le champ sur lequel on devrait. Parce que on peut parler du sport hier pendant un jour ou une semaine et parler du sport aujourd'hui pendant un jour ou une semaine. Mais tout ce que je sais, c'est qu'au Cameroun, par exemple, le sport est d'abord une mission de service public. Le sport a toujours été une mission de service public au Cameroun. Et comme le sport est une mission de service public qui est donc dévolue à l'État, c'est l'État qui octroie les agréments aux associations sportives qui se sont constituées en fédérations sportives civiles nationales. Parce qu'il faut savoir que nous avons des fédérations sportives civiles nationales et nous avons des fédérations d'État. Nous avons aussi le sport militaire. Les militaires, oui. Voilà. Alors, ces trois entités, chacune a son mode de fonctionnement depuis des lustres. Et cela est clairement établi dans la Constitution, mais le sport est une mission de service public. Alors, vous allez vous rendre compte, non, je vais dire que il y a bien longtemps, je pense, c'est mon avis personnel, le sport camerounais se portait mieux qu'aujourd'hui. Le mouvement sportif national se portait mieux qu'aujourd'hui. Pourquoi? Déjà, il n'y avait pas les guéguerres dont vous aviez parlé tout à l'heure à l'entame de vos propos dans la présentation du thème du jour. Pourquoi? Parce que c'est l'État du Cameroun qui nommait les présidents des fédérations, les secrétaires généraux. Je pense que c'est jusqu'en 1980, je peux me tromper, hein, et puis je commence à être vieux, je peux me tromper, je crois que c'est jusqu'en 1994-96 que la donne a changé. Que la donne a changé et les fédérations sportives internationales ont souhaité que, je pense à partir du comité international olympique, donc comme je vous dis, qui a souhaité, qui a proposé, qui a instruit que désormais les présidents, les membres du bureau exécutif soient élus. Vous voyez donc que la transition n'avait pas été préparée. Bien préparée. Bien préparée. Les mentalités ont changé immédiatement et la culture de l'intérêt étant très avancée dans notre pays, nous nous retrouvons donc... Parce qu'en fait, il faut reconnaître qu'il y a eu 2 étapes ou 3 étapes. La première étape, quand cela est arrivé, le gouvernement de la République, l'État du Cameroun, a toujours voulu contrôler le mouvement sportif. Alors, les présidents étaient élus et l'État du Cameroun avait instruit, avait demandé au ministère des Sports que les secrétaires généraux soient nommés, n'est-ce pas, tant au niveau national qu'au niveau des régions et même des départements. Alors maintenant que ceux-là qui étaient nommés, n'est-ce pas, devaient rendre compte à qui? À celui qui a nommé. Qui a nommé, oui, bien sûr. Il y avait absolument des cassures et des fissures. Parce que les présidents des fédérations, les dirigeants de nos fédérations estimaient qu'il y avait fuite d'informations, que c'était des personnes qui étaient là pour les épier, qui étaient des taupes, qui n'étaient pas à leur service, mais qui étaient au service de ceux qui les avaient nommés. Effectivement, ça ne pouvait pas aller sans créer des problèmes. Et ils sont allés, n'est-ce pas, voir au niveau des instances internationales pour dire que non, il faut qu'on nous enlève. On ne veut plus l'ingérence. Nous ne voulons plus que ces gens-là, qui sont nommés par l'État du Cameroun, soient encore avec nous. Alors c'est fort de cela que les fédérations sportives internationales ont dit non,
les élections doivent concerner tous les membres du bureau exécutif. Et vous voyez, c'est donc à partir de ce moment que les guerres et les guéguerres, les intrigues et tout ce que nous pouvons constater aujourd'hui dans le mouvement sportif national est né. Oui, c'est-à-dire que les conflits de personnes, les conflits d'intérêts, les conflits de leadership, et c'est là. Voilà donc un peu, donc pour vous dire que le sport camerounais, d'ailleurs, quand vous regardez, c'est vrai que beaucoup de trophées ont été gagnés, sont gagnés maintenant. Mais il faut dire que l'image du Cameroun sur le plan international, l'image sportive du Cameroun sur le plan international date de très longtemps. Ouais. De très longtemps. Essayez de voir les Joseph Bessala, le Rix et tous les autres, le Canon, le Tonnerre, de football, au niveau du football et même du volleyball. Vous comprenez qu'il y a un travail qui avait été fait. Je ne peux pas dire très bien fait, mais je dis il y a un travail qui avait été fait par l'État du Cameroun, n'est-ce pas, pour la consolidation, non. C'est-à-dire que pour l'implémentation du sport, oui, c'est-à-dire que pour incrustrer le sport dans le développement, dans le rayonnement du pays et dans le développement de ce pays, n'est-ce pas? Bon, malheureusement, je pense que lui-même, cet État-là, n'avait pas bien compris que le développement devait nous surprendre et que peut-être nous devons être arriérés ou en retard aujourd'hui par rapport à certaines infrastructures. Parce que quand vous regardez d'autres pays, vous réalisez, moi je vais prendre l'exemple de la gymnastique. Moi je fais partie de la 32e promotion de l'Institut national de la jeunesse et des sports. J'ai été très 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 offusqué et choqué il y a 3-4 jours. Ouais. Quand il y a une image du gymnase de l'INJS qui circule sur les réseaux sociaux. Qui circule sur les réseaux sociaux. Et vous savez, cette image est touchante et choquante quand on sait quels sont les produits qui sont sortis de cette prestigieuse école. Parce qu'il faut dire que l'INJS est et demeure une prestigieuse école. Quand nous y étions, on y était avec peut-être 8 autres nationalités africaines. Ouais. Hein? Oui, avec 8 autres. C'est-à-dire que les gens se bousculaient. Les gens faisaient les concours chez eux pour aller à l'école internationale. Parce que chez eux, quand même, quand tu sors d'un pays pour aller à une école, c'est à l'international. Bon, que ce gymnase-là, qui à l'époque était le gymnase du lycée Leclerc, même les bâtiments, n'est-ce pas, qui ne soit pas aujourd'hui, qui reste toujours cloîtré là où l'Institut est, je dis, c'est un peu choquant. Mais ça n'enlève à rien au contenu de la formation, et ça n'enlève à rien aux valeurs et aux compétences humaines, n'est-ce pas, qui sortent de cette école. De cette école. Tout à l'heure, vous avez parlé de jeu et enjeu. Alors, je reviens là-dessus pour comprendre. Finalement, est-ce que le sport, au départ, c'est pas d'abord le jeu et plus loin l'enjeu? La question, je la pose parce que de plus en plus, on attribue des vertus diplomatiques, par exemple, au sport. Donc, est-ce que cette façon de considérer donc, le sport ne lui enlève pas l'aspect ludique qu'on a déjà au départ quand on entend sport? Le sport reste un jeu. D'abord. Vraiment à la base, même si l'instaurateur des Jeux Olympiques modernes, Pierre de Coubertin, revient en vie, il va vous dire que le sport reste un jeu. C'est pour ça qu'il avait dit l'essentiel c'est de participer. Et pourquoi est-ce que le sport reste un jeu? À mon avis, à mon sens, le sport restera un jeu parce que les prouesses individuelles font le tour du monde, font du sensationnel. C'est-à-dire qu'ils font déferler les foules. Vous voyez un athlète, par exemple, qui sait que s'il commet cette faute, il va gagner, mais on va lui donner un carton.
il accepte faire ça. Il faut se donner le plaisir. C'est ça ce jeu-là. C'est ça le jeu. C'est-à-dire que lui, c'est qu'il est en train de jouer. Quand il réalise une prouesse, il sait que s'il enlève le maillot, on va lui donner le carton. Mais il enlève le maillot là. Mais il enlève le maillot. C'est-à-dire que pour dire aux gens que moi je suis venu ici pour jouer, et comme j'ai marqué mon but, je suis content. Bon, maintenant, il faut dire que derrière ce sport, il y a l'enjeu. Ouais. L'enjeu, c'est la victoire. C'est le rayonnement, c'est l'image. Et puis, que ce soit individuel, que ce soit en sport individuel ou en sport collectif, mais il y a des gens qui viennent pour vous voir. Et c'est eux qui créent l'enjeu. Ces déplacements massifs, ces passions que le jeu traîne et qui entraîne maintenant cet enjeu. Je pense que c'est ça qui fait le charme du sport. En réalité, c'est ça qui fait. Et puis, on ne peut plus aujourd'hui, d'ailleurs, on ne les a même pas dissociés depuis la Grèce antique. Parce que c'est depuis la Grèce antique que les compétitions, à partir des coqs, vous imaginez que le roi invite les gens pour venir admirer les combats des coqs. Des coqs, ouais. Au niveau, dans la Grèce antique, n'est-ce pas? Et que les gens fassent des paris pour dire que non, c'est tel coq ou tel autre coq qui va gagner dans le combat des coqs. Vous voyez les coqs, on conditionne les coqs. Mais c'est depuis des millénaires, madame. Et c'est un travail. Et c'est un travail. Et maintenant, on dit au coq lutter. Et le roi, je crois que c'est Héraclès, le roi invite la cour, venez au combat des coqs. Les coqs, ce n'est pas les coqs humains, c'est des coqs. Ce sont des animaux. C'est des animaux, de la basse-cour. Ouais. Vous imaginez donc. Quand vous... Je me souviens, quand j'étais enseignant, enfin je suis enseignant, quand j'enseignais au lycée d'Aqua, j'ai eu un petit problème avec un collègue. J'enseignais, je transmettais des compétences aux enfants de 6e. Nous étions en handball, on faisait la passe. L'aboutissement de la passe, c'est le tir. Hein. Ouais. Et le tir, c'est pour marquer le but. Alors, j'ai une collègue qui faisait son cours d'allemand en 4e. Vous savez, nos établissements publics comme privés sont à l'étroit. Les espaces de jeu n'existent parfois pas. Et la plateforme de handball était juste derrière les salles de classe. Je dis bien au lycée d'Aqua, là. Ça, c'est, là, ce que je vous raconte là, c'est en 1997. D'accord. Alors vous imaginez cet instant, les enfants qui réussissent à tirer après la passe, parce que c'est le jeu à thème. Dites aux enfants, après 3 passes, il faut tirer. Oui. Après 3 passes, il faut tirer. Et quand les enfants tirent, marquent, c'est l'euphorie. C'est l'euphorie, mais c'est la joie. Et vous avez perturbé le cours d'à côté? Non, on dit que j'ai perturbé. Non, moi, je n'ai pas perturbé le cours. Non. En face, on ne jouait pas au handball, c'était l'allemand. Mon collègue est sorti de la salle pour venir prendre le ballon. Oh. Non, mon collègue, elle a pris le ballon. Elle a confisqué le ballon. Je ne lui ai rien dit. Et elle est allée m'accuser chez le proviseur que je perturbais son cours. Je n'ai rien dit. Je suis allé rester. J'ai libéré les enfants. Je leur ai dit partez. Les enfants voulaient aller faire le désordre dans la salle. J'ai dit que non, ne faites pas ça. Cela va mettre en deçable. Je suis entré dans ma classe. Je n'ai plus fait de cours. Le proviseur m'a appelé pour me dire que mais pourquoi vous perturbez? J'ai demandé au proviseur, madame le proviseur, vous ne jouez même pas. Vous regardez seulement les gens jouer et puis vous vous exclamez à la télé, à la maison. Vous êtes à la maison devant la télé. Vous êtes à la maison. Vous regardez les gens jouer. Vous vous extasiez. Imaginez si vous Imaginez que c'est vous-même qui êtes sur. Voilà. Qui plus est les enfants de 6e. Vous pensez qu'on peut les contenir comment? Mais c'est ça le sport. Si vous voulez annuler ça, des contenus de formation, nous on fait la formation. Nous, moi je ne viens pas ici pour enseigner. Je viens éduquer les enfants. Si vous pensez qu'ils n'ont plus droit à cette éducation, dites-moi que je dise à mon ministère que je n'ai plus ma place ici. Ils disent que non, vous ne pouvez pas dire aux enfants. Je dis que vous-même vous êtes proviseur. Allez faire ça, vous me dites. Alors elle a dit non, il faut qu'on trouve une plateforme parce que ta collègue est très fâchée. Elle dit que c'est mon ami. Il va lui offrir une bière et puis on va passer à autre chose. Alors parlons un peu de l'enjeu à présent. Effectivement, dans ce sport-là, il y a le jeu et l'enjeu. Au-delà de l'aspect
économique qui peut aussi être derrière le sport, je vois l'enjeu compétitif. Est-ce que celui-ci, finalement, ne crée pas des clivages un peu malsains? On a des gagnants, on a des perdants. Et est-ce que, finalement, ça ne crée pas autre chose? Non, il faut que ça crée autre chose. Parce que... Mais cette chose ne doit pas être malsain. Non, il faut que ça crée. C'est ça le charme du sport. C'est-à-dire qu'il faut gagner. Celui qui gagne doit se moquer de celui qui a perdu. Oui, ça dit qu'il faut qu'il lui montre. Non, c'est à bâton rompu. Hein. Nous sommes en sport, n'est-ce pas? Nous sommes en sport et puis nous voyons comment ça se passe là, n'est-ce pas? Quand on va en combat, quand on va en compétition, à quelque niveau que ce soit, même si c'est entre deux enfants de la même famille, quand ils vont en compétition, ils changent de motivation. C'est-à-dire que l'engagement n'est plus le même. En face, c'est l'adversaire. À la maison, on est des frères et sœurs, c'est la fratrie. Mais en sport, il n'y a pas de fratrie, n'est-ce pas? Ce sont les adversaires et les partenaires. Maintenant, quand on est en sport individuel, on défend son image personnelle. Vous comprenez un peu, madame? On défend son image et on a envie des honneurs, on a envie de gagner, on a envie de se satisfaire et on a envie de satisfaire les autres. Vous ne pouvez pas avoir votre entraîneur qui fait tous les sacrifices pour vous et que vous le décevez. C'est pas possible. Vous ne pouvez même pas penser ou songer à ça. Vous pouvez perdre un combat, vous pouvez perdre un match, mais sans que ce ne soit votre volonté. C'est pas possible. Un sportif ne peut pas s'engager à une compétition et vouloir perdre. Pour aller perdre, effectivement. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de trucage, bon, mais c'est depuis la nuit des temps, hein. Mais de manière claire, vous ne pouvez pas vous engager à une compétition. Mais est-ce que ceci finalement ne pèse pas trop sur le mental du sportif? Non, et puis le sportif c'est qui? Le sportif c'est celui-là qui doit pouvoir transcender, s'habituer et s'adapter à toutes les situations. Oui. Vous voyez, aujourd'hui, pas tout le monde, les gens ne comprennent pas, par exemple, que Toko Ekambi soit hué par ses propres supporters. Heureusement que là, c'est malsain. C'est malsain parce que il semblerait que les enquêtes de la FIFA ont orienté, ont dit d'où ça vient. Vous comprenez? Mais c'est à ce moment-là que le sport est en train de perdre de sa valeur, n'est-ce pas? De sa valeur de rapprochement, de sa valeur de tolérance, ça dit que de son sa côté valeur, de son côté fédérateur. Parce que pour les supporters d'une équipe, en réalité, ne peuvent pas se liguer contre un joueur. N'est-ce pas? Ça, c'est le tuer. Ça dit que c'est l'opprimer. C'est ne même plus lui permettre de donner le meilleur de lui-même. Et pourtant, c'est eux qui cotisent. Parce qu'à partir des billets qu'ils achètent pour entrer au stade, ça contribue et ça participe à la vie du club. C'est-à-dire qu'à l'entretien de ce joueur, au paiement des salaires des joueurs et tout. Mais comment peut-il et faut-il penser maintenant venir nuire à la quiétude de ce joueur pour qui vous investissez? Voilà le côté sombre. Voilà un peu le côté sombre. Mais je dis que pour les enjeux, il faut qu'il y ait des enjeux. Et il faut que ça fasse mal pour que les gens s'améliorent. Oui, mais il faut que ça fasse mal pour que les gens se rattrapent, pour que les gens se mettent en question, pour que les gens se mettent en cause, et pour qu'il y ait pour que, effectivement, à une certaine époque, les enjeux n'étaient pas comme ceux d'aujourd'hui. Ils sont plus économiques aujourd'hui. Ouais. Vous comprenez? Ils sont plus économiques aujourd'hui. Quand vous vous imaginez, nous avons eu de très grands joueurs. Quand on entend par exemple parler du footballeur du siècle en Afrique, c'est Roger Mila. Mais vous pensez que, vraiment, c'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais il y a beaucoup de footballeurs professionnels qui n'ont jamais atteint et qui n'atteindront peut-être pas la classe technique et performante de Roger Mila. Mais attendez un peu, mais ils signent des contrats à coût de milliards.
ce que Rogers n'a pas pu faire en son temps. En son temps, ouais. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que ces enjeux, n'est-ce pas, ont boosté l'économie et le développement dans beaucoup de pays. Voilà les enjeux. Nous voici, après 42 ans, nous venons d'avoir des stades ultra modernes. Après 42 ans, parce que quand, après 40 ans, parce que, oui, on dit 42 ans, parce que ces stades ont été construits en 70, oui. et s'il faut que c'est en 2022 ou en 2021 qu'on nous les donne encore, n'est-ce pas? Vous savez, c'est à cause des enjeux politiques, géopolitiques. Comment est-ce qu'on pouvait finir, comment est-ce que le Cameroun, qui a organisé la 7e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en 1972, peut-il rester 40 ans? Tout simplement parce qu'il n'a plus de stade pour accueillir cette compétition africaine de notoriété. Vous comprenez un peu? Alors, donc, tous ces enjeux-là ont dans leur place. Tous ces enjeux ont leur place. Vous voyez que l'économie, elle a dedans, le développement, elle a l'amélioration des conditions de vie, même des sportifs, social, oui. Le social. Hein? Et même la paix. Et, et même la paix, parce que, bon, ce que beaucoup de Camerounais ne comprennent peut-être pas, mais les équipes, ce sont des associations sportives. Ouais. Les équipes, les clubs, en général, que ce soit en karaté, en judo, au volleyball, partout. Hein? Mais attends, ce ne sont pas des équipes tribales. Non, à ce moment, ce sont des équipes cosmopolites. Voilà. Vous comprenez un peu? Ce sont des équipes cosmopolites. Et le cosmopolitisme, là, veut dire que les gros mots, là, ou bien les mots qui passent là, c'est-à-dire que le vivre ensemble. Bien évidemment. Et en fait, dans le monde entier, le vivre ensemble, ce n'est pas une affaire camerounaise. Non. Non, c'est universel. C'est universel. D'autant plus que vous allez partout, regardez les signatures des contrats là. Vous allez partout aujourd'hui, vous allez trouver les Libanais qui sont en Libye, les Libyens qui sont en Égypte et tout, pour signer, c'est-à-dire que pour jouer, n'est-ce pas, pas seulement au football, hein, dans toutes les disciplines sportives qui sont prisées dans beaucoup de pays, là où on pense qu'on peut faire la promotion du sport et du sport économique, le sport développement, on prend des joueurs pour leur dire venez ici et puis faites votre vie ici. Alors, dites-moi, je reste un peu dans le volet, le côté pas très, j'ai pas envie d'utiliser l'expression malsaine. Alors, que pensez-vous de l'assertion selon laquelle le sport est devenu un grand moyen d'abrutissement des masses? Oui, parce que le sport est l'opium du peuple. C'est-à-dire que on peut utiliser le sport pour régler beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, bon, je prends un exemple. Quand on focalise l'attention de tout un peuple sur un match, vous oubliez d'autres choses. Vous comprenez un peu? Vous oubliez la vie chère, par exemple. Oui, c'est-à-dire qu'au moment où vous ne mangez pas, mais si on vous dit par exemple que le Brésil vient jouer ici, vous ne mangez pas, mais vous allez regarder le match du Brésil. Si on vous dit que les Lions indomptables vont livrer un match amical contre le Brésil ou contre la France, n'est-ce pas, au stade de Lembe, ou bien au stade de Japoma, vous avez 2000 francs, ou alors vous avez 3000 francs, on vous dit que le billet c'est 1000 francs, ou on vous dit que le billet c'est 2000, mais vous allez commencer par prendre le transport, mais vous n'allez pas manger. Ah, ça vous dit. Parce que vous avez 3000, vous n'allez pas manger, parce que vous voulez voir ce match. Si on vous dit que Nganou, a un combat là, Nganou, le super fort là. Déjà que lorsqu'il a le combat à la télé, on ne dort pas. On ne dort pas, on attend jusqu'au matin, même pas seulement lui. Oui. Vous voyez son dernier combat là, on nous a dit que le combat c'est à 3 heures, le combat c'était à 6 heures. Les gens n'ont pas dormi, nous n'avons pas dormi. Et nous qui avons dormi, nous nous sommes réveillés à 6 heures et on a vu le combat. Parce que le combat est finalement passé à 6h30. Bon, nous n'avons pas dormi. Donc moi je pense que c'est normal. Et c'est pas au Cameroun, c'est partout. Et c'est pour ça que de plus en plus, on prend le sport très au sérieux. Très, très, très au sérieux, même si d'aucuns ne voient pas ça. Mais nous qui sommes dans cet environnement, nous savons que le sport est utilisé pour régler beaucoup de problèmes. Pour régler beaucoup de problèmes, n'est-ce pas, de développement, des problèmes, des conflits et autres.
Vous comprenez un peu, oui. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il est indéniable que le sport est fédérateur. Le sport est rassembleur. Même s'il abrutit un peu. Bon, disons abrutir, c'est vous qui pensez que c'est un abrutissement. Parce que, en fait, si vous détournez un petit instant d'un autre objectif, si vous pensez que c'est un abrutissement, non. C'est-à-dire que c'est par objectif. Et puis, c'est par désir. Je pense que quand il y a des compétitions internationales, quand on y va, c'est parce qu'on veut aussi se satisfaire de quelque chose, on veut s'épanouir. Non, c'est pas parce qu'on est abruti. Vous savez, le sport participe aussi du divertissement. Du divertissement, et puis le divertissement fait partir des aspects qui donnent de la santé à la vie au corps humain. N'est-ce pas? La santé morale, le divertissement. Oui, et comme le sport est un élément de divertissement, oui. C'est pas, le sport n'a jamais abruti. Ça, il faut le dire clairement. Vraiment, je ne peux pas être d'accord que le sport est abruti, les gens. Il peut encore détourner les gens, oui. n'est-ce pas? Mais il ne peut pas abrutir. Il détourne le temps d'un match ou d'une compétition. Le temps d'un match ou d'une compétition. Voilà, un peu plus loin. Est-ce que aussi la soumission à cette discipline rigide là, exigée aux sportifs, est-ce que finalement ceux-ci ne sont pas, j'ai envie de dire, des esclaves d'un autre genre? Non, ce n'est pas la robotisation. C'est un contrat. C'est un contrat. C'est-à-dire que quand on parle de loi et de règlement, c'est un contrat. C'est-à-dire que vous êtes bailleur, vous arrivez, on vous dit que voici un contrat. Quand vous venez au travail, on vous fait signer un contrat de travail, n'est-ce pas? Des clauses. Vous viendrez au travail à 7 heures, vous dites oui. Vous allez travailler de 7 heures à 12 heures, vous dites oui. Vous avez la pause de 12 heures à 13 heures, vous dites oui. Mais attends, c'est-à-dire que quand vous arrivez dans une discipline sportive, par exemple, bon, je prends le Mais cas... ici, je vois un peu l'aspect compétitif. C'est-à-dire qu'on ne veut pas perdre, on se met de la pression soi-même, la pression de l'entraîneur, la pression du public. Est-ce que finalement... Non, c'est un engagement personnel, non. On ne va pas le faire toute la vie. Finalement, est-ce qu'ils ont une vie? Non, ils ont une vie. Ils sont sportifs. Non, Oriane, c'est la même chose que vous. C'est-à-dire que vous voici ici maintenant avec moi, n'est-ce pas? Vous comprenez que dans 20-25 ans, vous ne serez plus en train de faire ça. Non, c'est-à-dire que vous comprenez un peu? Oui. Non, c'est le temps d'un temps dans la vie. N'est-ce pas? On se soumet, on se met de toute la pression parce qu'on veut atteindre certains objectifs à court, moyen ou à long terme. Et quand on les a atteints, il y a une période où vous ne ferez plus ça. Moi, je travaillais hier. J'ai travaillé pendant 30 ans. Après, je suis à la maison. Je ne peux plus travailler comme je le faisais hier. Maintenant, si c'est m'abrutir, je m'abrutis en lisant, n'est-ce pas? Non. C'est-à-dire qu'en me mettant up-to-date des informations sportives. Vous comprenez un peu? Dans toutes les disciplines sportives. C'est-à-dire que je ne peux pas... J'ai envie de chercher à savoir ce qui se passe dans l'univers sportif. Hein? De manière à comprendre où va le monde et où est-ce qu'il va avec le sport. Ou est-ce que c'est le sport qui est en train d'amener le monde ou c'est le monde qui est en train d'amener le sport? Voilà un peu ma préoccupation actuelle. Vous comprenez donc que vous n'allez pas demander à un professionnel de ne pas être exigeant. C'est pas possible. Mais attends, il va produire quoi? Il va gagner quoi? Mais il gagne 3 millions de francs par semaine, vendredi en Angleterre. Je dis 3 millions de francs CFA par semaine. Il y en a qui gagnent 10, 20, 30, 100 millions par semaine. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'il ne soit pas en train de mener une vie d'ascèse? Non, il doit. Il ne va pas le faire toute la vie. J'en veux pour preuve, vous-même, avant de venir ici, vous étiez en conférence de rédaction et tout, vous travaillez parfois à des heures très tardives, n'est-ce pas? Oui, c'est contraignant. Non, c'est normal. C'est normal. Ce n'est pas seulement en sport. Dans tous les domaines de la vie sociale et professionnelle, il y a des exigences, il y a des contraintes vraiment pour lesquelles on ne peut pas se dérober. Ah oui, oui. Donc, ce n'est pas seulement sport. Très bien. Bon, vous n'avez dit que j'exagère peut-être un peu. Je reviens un peu, peut-être c'est parce que avec les réseaux sociaux, on a l'impression que la violence naît de l'émotion qui découle de ces compétitions-là est un peu exacerbée. On parlait tout à l'heure du cas Toko Ekambi. Est-ce que finalement,
toute cette émotion-là, c'est pas un couteau à double tranchant qui finalement est, j'ai envie de dire, le terreau fertile pour la violence. Oui. Il faut dire qu'il y a des comportements déviants et démesurés qu'on observe de plus en plus aujourd'hui, mais qui sont la conséquence de l'enjeu et des intérêts. Ça, des intérêts patriotiques. Vous voyez ce qui s'est passé ou alors ce qui continue à se passer après le match de Blida. Oui, de Blida, oui. Blida entre l'Algérie et le Cameroun, oui. Où jusqu'à aujourd'hui, certains Marocains ne sont pas convaincus qu'ils aient été gagnés normalement. Des Algériens. Qu'ils aient été gagnés normalement, n'est-ce pas, et qu'ils soient en train d'accuser l'arbitre et le président de la Fédération camerounaise de football, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football. Non, mais moi je crois qu'il faut que les gens aient un peu de retenue quand même. C'est-à-dire que le sport, n'est-ce pas, promeut la tolérance, la sportivité, n'est-ce pas, et surtout le fair play. Surtout le fair play. Il faut pas je ne comprends pas qu'aujourd'hui, qu'il y ait des violences, qu'on est allé brûler la maison d'un parent parce que son enfant a encaissé un but ou parce que son enfant a raté le pénalty. Oui, parce que cela est déjà arrivé. Vous vous souvenez, on a livré un matelas avant la fin du match. Oui, avant la fin du match. La maison d'un joueur à Yaoundé là, de ses parents était déjà encerclée. Ah oui, heureusement que la police qui est toujours là a eu l'information et puis elle a encerclé la maison. Non, en tout cas, ça c'est pas. Et puis ça c'est pas des sportifs. C'est des fanatiques. C'est des fanatiques. Et vous savez le fanatisme d'où il vient. Il vient d'ailleurs. Mais je pense que nous devons. Parce que si nous enfermons au Cameroun, je pense que nous ne connaissons pas encore ce niveau de violence. Il n'est même pas souhaitable qu'on en arrive là, parce que par essence, le Cameroun, c'est un pays de paix. Même si entre-temps, nous connaissons des moments de soubresaut, mais le Cameroun, c'est un pays de paix, où les gens ont toujours vécu dans la paix, dans l'harmonie. C'est-à-dire que vous nous gagnez là, on s'échange des mots, et puis après c'est fini. Et puis c'est passé, on passe à autre chose. Parce qu'on sait que c'est le sport. N'est-ce pas? Oui. Donc, mais de plus en plus. Et puis, vraiment, comme vous avez dit, ce sont les réseaux sociaux qui sont en train de nous importer ces comportements désastreux, regrettables, ignobles. Ça, il faut le dire. Parce qu'on voit ce qui se passe chez les autres. Ce qui ne se passait pas chez nous, n'est-ce pas, commence à nous intéresser. Alors que nous ne savions pas ça. Vous savez, regardez un peu Daïdo. Vous voyez, Aqua et Daïdo. Aqua et Daïdo. La frontière, c'est ici en bas, là. C'est-à-dire qu'au 4e, là. Rond-point 4e. Rond-point 4e. Et de l'autre côté, c'est au niveau de Bessengela, au pont de Bessengela. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que c'est des limitrophes. Hein? Regardez un peu Aqua et Bali. Vous imaginez, à l'époque, il n'y a jamais eu de mort quand le léopard jouait contre l'oryx, quand le caïman jouait contre le léopard. Vous voyez un peu, ou quand l'oryx jouait contre... Mais aujourd'hui, c'est importé d'Europe, où après les matchs, les gens saccagent les chaises, ils cassent les hooligans, c'est-à-dire que l'esprit des hooligans. On veut nous importer ça. Donc nous devons fermer la porte à ces genres de comportements. Ils ne sont pas sportifs. C'est le fanatisme, c'est la passion. On n'a pas envie d'être passionné en sport. On a envie d'être engagé, mais on a envie d'être sportif. On a envie d'avoir l'esprit sportif. Et quand on a développé le sens et l'esprit sportif, on reste fair play. J'ai gagné, je ris et je souris. J'ai perdu, je baisse la tête et je reconnais ma défaite. C'est simple. D'accord. Et parlant toujours de ces clivages-là, on a relevé justement le fanatisme. Aujourd'hui, il y a une opposition très violente entre l'analyse critique du sport et justement ce fanatisme-là. Je prends pour exemple la Fédération camerounaise de football. C'est une très bonne illustration avec certains fans du président actuel qui réagissent justement très violemment lorsque
une des actions de ce dernier critiquée. Et en face, si on approuve une de ces actions, on devient adepte de la nouvelle église de Tinga. Est-ce que finalement aujourd'hui, on peut trouver une analyse objective en sport au Cameroun? Oui, oui. Surtout en football. Oui, non, pour parler de football, hein, vraiment, je voudrais être clair pour dire que le président de l'amour ou alors l'image sportive du président de la Fédération camerounaise de football, le président de la Fédération camerounaise de football est encore en train de traîner son image de footballeur planétaire à la fédération. Avec tous ses supporters, tous ses sympathisants, tous ceux qui pensent que c'est le meilleur joueur de tous les temps, c'est le goléador, c'est le pichichi. Le pichichi. On va augmenter les C d'ici jusqu'à Bonhomme Sadi. Mais ils sont en train de perdre de vue qu'il n'est plus... Que désormais, il est un manager. Oui, c'est un manager. Et moi, je pense humblement que c'est lui-même qui doit sonner la cloche. Et pour sonner la cloche, il doit réviser certains de ses comportements. Parce qu'un manager reste un manager. Le champion reste le champion. Mais il y a une différence énorme, un creuset très important entre le champion et le manager. Bon, aussi, nous ne refuserons pas et on n'empêchera personne de prendre position. Hein. Ça, il faut aussi le dire. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que vous vous n'empêcherez jamais à personne d'aller adhérer à l'église de Tinga si elle existe. Si elle existe, parce que, à mon sens, elle n'existe pas. On a plutôt envie d'une fécafoot qui sort de ses cendres. Vous comprenez un peu? Nous avons passé près de 18 ans dans les prétoires et partout, dans les tribunaux. Si aujourd'hui, nous avons la chance de sortir de cette ténébreuse et obscurantiste situation, il faut qu'on permette aux artificiers que sont les joueurs, les entraîneurs, et les kinés, les médecins, de sorte, c'est-à-dire que de s'épanouir et de vivre de leur art. Vous regardez un peu le Chan. Le Chan est en train de nous donner l'image de la valeur réelle des championnats dans les différents pays. Ouais. Vous voyez un peu? Et c'est là où nous sommes attendus. Ce n'est pas par rapport à la doctrine de l'église de Tinga. Non, ça dit que les chapitres de Saint-Paul ou bien à l'église de Tinga ne vont pas nous intéresser si nous ne faisons pas bonne figure en Algérie. Ouais. Vous comprenez un peu? Et c'est là où je pense qu'il faut que les Camerounais s'attardent un peu. Hein? Il ne faut pas seulement critiquer le président de la Fédération camerounaise de football qui fait ces... Non, le président de la Fédération camerounaise de football a une vision. Il vient, je crois, il a 13 mois. Oui, il a 13 mois parce que le 21, là, le 21 janvier, je crois, c'est 13 mois, 13e mois parce que c'était en décembre. En décembre, oui, ça fait 13 mois. Ça va être 13 mois. Il a encore du chemin. C'est trop tôt pour évaluer un mandat. Mais, et je dis que on n'empêchera jamais à un individu libre d'adhérer à une doctrine. C'est-à-dire que si Tinga est devenu une église, n'est-ce pas? Mais je pense que le prophète de l'église de Tinga doit comprendre qu'il y a d'autres églises. Il y a d'autres églises. Et ces églises-là, ce sont les Camerounais qui sont de l'autre côté et qui ont envie de football. Parce que c'est vous qui avez évoqué le football. Qui ont envie de football. Qui ont envie et du beau football. Qui ont envie de savoir que les joueurs du championnat, que les gens qui... Pourquoi est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un footballeur camerounais va jouer en Mauritanie ou en Éthiopie, en Ouganda, en Angola et tout?
AEDC, c'est à côté. Bon, on sait comment ça se passe. Mais comment? Pourquoi? C'est tout simplement parce que ce n'est pas encore bien ficelé, ce n'est pas bien structuré, n'est-ce pas? Si le président de la Fédération camerounaise de football peut donner un coup de fouet avec son bâton magique, de manière à ce que tous ces artificiers-là, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que même les parents sont là-dedans. Parce que le niveau de déperdition scolaire qu'il y a au Cameroun, pour ceux qui veulent aller jouer ou qui vont jouer au football, et les conséquences dans les familles sont telles que, vraiment, je ne sais pas si l'État du Cameroun, si les statisticiens peuvent vous dire le taux de déperdition, n'est-ce pas, qui provient, qui est causé par la pratique du football à certains âges. Parce qu'il y a des enfants qui laissent l'école à 14 ans aujourd'hui. J'en veux pour preuve. Vous, rien donc, hein, essayez de faire le tour de ville. Essayez de faire le tour de ville entre 10h et 14h. Là où on joue. Qui joue? Quelle est la tranche d'âge qui est en train de jouer dans les pseudo-écoles et académies de football qui prolifèrent, qui foisonnent? Qui commencent à se développer. Non, pas qui commencent, c'est depuis une vingtaine d'années. C'est pas aujourd'hui, madame. Qui foisonnent, qui prolifèrent dans les coins et les recoins de nos grands centres urbains. Hein? Surtout la capitale économique qu'on doit là, où les gens effectivement rêvent de devenir Samuel Eto'o, qui ne joue plus. Hein? Parce que Samuel Eto'o, lui, il a déjà fini. Hein? Qui rêve de devenir tel ou tel autre. Vous comprenez un peu? C'est la catastrophe. Il faut donc, c'est le défi qui est lancé au président de la fédération. Hein? Il faut donc que l'église de Kinga puisse trouver les versets, hein, pour que tout se passe de manière à redonner confiance aux parents, aux enfants, c'est-à-dire qu'aux footballeurs, aux entraîneurs, aux kinés, aux médecins et maintenant à la populace. D'accord. Et surtout que nos championnats ressemblent à ceux qu'on admire à la télévision. Bien évidemment. Alors, puisqu'on parle de fédération, entre les mandats qui s'éternisent et qui ne respectent plus les Olympiades et les élections qui peinent à se tenir, et vraiment la liste est un peu longue et tous ces conflits-là, est-ce qu'ici, on ne peut pas dire que le Cameroun a mal à ses fédérations sportives? Peut-être. Oui, peut-être. Bon, mais je crois qu'il doit être conséquent. Et qu'est-ce qui fait le problème selon vous? Non, le problème est déjà parti de 2016. Oui, 2008, 2012, 2016. Parce que, en fait, quand on rallonge un mandat, ça crée problème. Oui. On en a rallongé 2. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait les élections en 2016 pour des raisons d'État. Ça, il faut le dire. Parce que le Cameroun devait abriter la Coupe d'Afrique des Nations de football féminine. Vous voyez un peu. Et il semble que l'autorité compétente, le ministre des Sports... Je ne voudrais pas qu'on s'arrête juste à la Fédération camerounaise de football. Non, je ne parle pas de Fédération camerounaise de football. Non, moi, je ne suis pas des fédérations. D'accord. Je suis en train de vous parler de mécanismes. Oui. C'est-à-dire que pourquoi les élections n'ont pas eu lieu? Parce que, encore que la Fédération camerounaise de football n'est pas dans le chronogramme là, donc je ne peux pas en parler. Je parle des autres 53 fédérations sportives civiles nationales. Pour dire qu'en 2016, il y a eu le cas de force majeure, c'est-à-dire que les raisons d'État, la Coupe d'Afrique des Nations de football féminine. En 2020, il y avait le CHAN et la Coupe d'Afrique des Nations. Effectivement, maintenant, et je suis sûr que chaque fois, le Comité national olympique et sportif demandait la dérogation au Comité international olympique. Parce qu'au Comité international olympique, on est intransigeant. C'est l'Olympiade. Hein. C'est 4 ans qu'il faut renouveler. Et je pense que maintenant, le président Kalkaba a dû... on a dû lui dire que non, mais après 2 mandats, c'est de trop. C'est trop. Vous comprenez que c'est pour ça qu'on organise en 2022. On va encore organiser en 2024. Oui, on organise en 2022 et on va encore organiser en 2024. Vous voyez un peu. Donc, effectivement, quand l'expérience a montré que quand on reste longtemps au pouvoir,
on a envie de s'y installer et de ne plus partir. Et c'est pour ça que je vais être un peu d'accord avec vous pour dire que le Cameroun a mal de ses fédérations. Mais qui est accusé? Ce n'est pas les fédérations. Même si elles torpillent le mouvement sportif, oui, même si elles torpillent le mouvement sportif, parce que toutes les guerres, tous les conflits, toutes les guerres qu'il y a dans les fédérations, c'est pour les intérêts égoïstes des gens qui veulent rester, qui veulent absolument rester. Parce que quand tu as déjà fait une Olympiade, 4 ans, sans élection, on a rallongé 8 ans. Attends, tu vas en faire 3, hein, et après tu voudras même qu'on rallonge de manière indéfinie. Le jour où on te dit d'organiser les élections, tu vas commencer par tripatouiller les textes. Et c'est un peu le cas. C'est pour ça que vous avez vu un peu, bon, le ministre des Sports a dit, il faut d'abord la conformité des textes. Pourquoi? Parce qu'entre la loi de 2011, qui a été revue en 2018, n'est-ce pas? Et quand vous entendez que les textes, les élections ont eu lieu la dernière fois en 2012, pour l'Olympiade 2013-2016, entre-temps, certaines fédérations ont retouché leurs textes. Et après 2016, d'autres ont encore, alors que la loi a été proclamée en 2018. C'est pour ça que le ministre a demandé que, a été promulguée. La loi a été promulguée en 2018. C'est alors que le ministère a demandé certainement qu'il faut arrimer les textes, n'est-ce pas, à la loi. Les statuts et règlements à la loi. Ça fait jaser, ça continue même à faire jaser. Mais c'est pour ça que moi je dis, le tort à qui? C'est à l'État du Cameroun. Ça je le dis. Puisque, mais attends, il y a des moments où il ne faut pas utiliser. Il ne faut pas utiliser la carotte, mais il faut utiliser le bâton. Il faut utiliser le bâton. Donc ici, la mauvaise marche est imputée au MINSEP qui est la tutelle. Oui. Est-ce que selon vous, c'est que le MINSEP a donné la chèvre et il tient toujours la corde? Non. D'autant plus que la loi de 2018 dit clairement que les fédérations organisent elles-mêmes leurs élections, leurs textes, n'est-ce pas? Elles font leurs textes comme elles veulent, et tout. Mais, à la seule différence que les textes doivent s'accommoder aux lois de la République, n'est-ce pas? Et c'est à ce moment qu'intervient le contrôle de la tutelle. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que très souvent et régulièrement, et ce qui est normal, lors de la tenue des assemblées générales électives ou extraordinaires de révision des textes, il faut que le représentant de l'État soit là, n'est-ce pas, pour s'assurer de la conformité. Sauf que, parce que effectivement, vous pouvez tenir, et là maintenant je parle comme un administrateur de sport, sauf que vous pouvez tenir cette assemblée extraordinaire de révision des textes en présence des représentants du ministère des Sports, mais qui n'ont rien à dire dans vous, ils constatent seulement. Vous comprenez un peu? Non, ils ne sont pas membres de votre fédération. Ils viennent seulement constater que vous avez décidé que désormais vos textes disent ceci, disent cela. Mais ils ont été mandatés seulement pour écouter ce que vous êtes en train de dire et de décider. Maintenant, en haut, il y a une cellule juridique et il y a une direction des normes qui est chargée du suivi des organisations sportives, n'est-ce pas, qui vous demandera d'envoyer les textes que vous avez révisés. Arrivez là-bas, mais quand la cellule va regarder, elle pourra dire que vos textes ne sont pas conformes. Et vous, au niveau des fédérations, vous allez dire que pourquoi est-ce que nos textes ne sont-ils pas conformes alors qu'il y avait les représentants? Mais les représentants ne sont pas venus là pour apporter des amendements à vos textes. Ça, vraiment, il faut que les Camerounais le comprennent. Parce que c'est ce débat qui enfle dans les réseaux sociaux. Moi, je lis, on dit que non, le ministre veut influencer, il y a ingérence, il ne veut pas. Il y a eu assemblée, il y avait les représentants du ministère. Les représentants du ministère sont là. En observateur. En observateur. C'est vous-même qui faites vos textes. Ils vont seulement, dans leur rapport, ils vont dire que nous étions là
nous n'avons rien influencé. Maintenant, quand vous faites vos textes, ils partent. J'ai dit bien, il y a une cellule juridique au ministère des Sports et il y a une direction des normes et du suivi des organisations sportives. Quand ces deux directions s'asseyent et voient vos textes, les épluchent de fond en comble, elles peuvent vous dire que vos textes ne respectent pas la norme. Vous comprenez? Ne respectent pas la conformité. Vous devez les reviser. Et vous commencez à dire que non, on vous en veut, on va essayer. Bon, de toutes les façons, ce que je voulais aussi dire, c'est que il faut que les Camerounais sachent que dans chaque département ministériel au Cameroun, il y a une cellule juridique. Il y a une cellule juridique, hein, dans chaque, et même dans les sociétés privées, il y a une cellule juridique. Donc, quand c'est une affaire de droit, on ne pense pas que le droit, c'est seulement dans les fédérations. Puisque c'est... Attendez, qui octroie l'agrément? C'est le ministère des Sports qui octroie l'agrément. Sur la base de quoi? Sur la base des textes que vous leur avez donnés. C'est quand ils ont lu les textes, ils estiment qu'ils peuvent vous donner l'agrément. Oui. Mais le jour où ils estiment que vous ne respectez plus ces textes-là. Oui. Et c'est pour ça que je parle que c'est l'État, le ministère des Sports, parce que le ministère est capable de retirer l'agrément à une fédération. Que le monde, que la vie va continuer. On a suspendu, beaucoup de pays ont suspendu les fédérations dans leurs États, mais la vie a continué. Il ne faut pas qu'on fasse comme si on suspend, si on retire l'agrément à une fédération, le Cameroun va d'abord s'arrêter un instant, il ne s'arrêtera pas. Alors comment sortir de cet imbroglio et surtout qu'en ce moment, il y a encore une bonne douzaine de fédérations qui jusque-là n'a pas encore organisé ces élections. Oui, il faut savoir qu'il y a... Le délai, c'était le 31 décembre. Oui, mais il y a des dérogations, bien évidemment. Vous savez, il y a aussi la coopération internationale, il y a la collaboration, il y a tout. Parce que moi, j'ai vu, par exemple, il y a la Fédération camerounaise de volleyball qui est acculée par la Confédération africaine de volleyball pour qu'elle organise ces élections, n'est-ce pas? Et le président Serge Abouem a signé, je crois, hier, le 18, n'est-ce pas, oui, un communiqué radio, n'est-ce pas, qui donne le chronogramme conformément, n'est-ce pas, pour s'arrimer aux exigences de la Confédération, n'est-ce pas, aux deux lettres de la Fédération. Donc, et à ce moment-là, je crois qu'il faut effectivement qu'il y ait une collaboration très, très, très étanche, n'est-ce pas, entre le ministère des Sports et la Fédération. Et comment sortir de ce... Non, pour sortir de là, il faut que chacun sache prendre sa place et rester à sa place. Vraiment, il ne faut pas un imbroglio, non. Il faut que chacun, ces deux entités, c'est pas un rapport de patron et employé, mais c'est un rapport de tutelle. Et il faut, comme je l'ai dit, je le dis encore, le sport est une mission de service public qui est dévolue à l'État. C'est écrit dans la loi. Maintenant, il est écrit clairement que c'est l'État qui octroie les agréments aux fédérations et assure donc la tutelle. Assurer la tutelle veut dire que assure le contrôle, n'est-ce pas? Maintenant, je ne comprends pas que certaines fédérations aient envie de mettre en cause le pouvoir de tutelle, de la tutelle et de contrôle que doit exercer le ministère des Sports, qui est dans son rôle régalien. Parce que quand vous voyez les correspondances du ministre vers le Premier ministre, c'est pour dire que, monsieur le Premier ministre, voilà la situation, n'est-ce pas, à laquelle je suis confronté avec certaines fédérations et tout et tout. Mais vous voyez qu'il y a aussi des fédérations qui passent outre le ministre, qui écrivent au SGPR, au PM. C'est-à-dire que pour montrer au ministre que, mais non, mais nous, on peut être au-dessus. Non, en réalité, dans un pays, il faut que les gens apprennent à être à leur place. Quand vous parlez donc de comment sortir de là, on ne peut pas sortir de là. Quand les uns pensent que le ministère des Sports n'a rien à cirer ou n'a rien à voir dans leur fonctionnement, alors que la plupart de ces fédérations, quand elles vont en compétition internationale, c'est le dernier public.
La plupart, c'est le dernier public. Et le dernier public, c'est pour qui? C'est pour vous et moi, c'est pour nous tous. Et nous tous, nous devons donc être regardants par rapport à ce qui se passe. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut que les gens taisent un peu leurs égos. Oui, taisent leurs égos pour que notre mouvement sportif, n'est-ce pas, s'améliore et se développe et qu'il profite, n'est-ce pas, et qu'il fasse davantage rayonner l'image du Cameroun. Beaucoup d'efforts sont fournis par les uns, par les deux parties, c'est-à-dire que par l'État et par les fédérations, parce que je connais les fédérations qui se saignent, qui font beaucoup d'efforts, n'est-ce pas, c'est-à-dire que pour que l'image du Cameroun soit rehaussée à travers le monde. Mais il y en a qui tirent aussi, n'est-ce pas, il y en a qui foulent même le drapeau du pays au sol, n'est-ce pas, oui, et qui tirent cette image, qui noircissent cette image, n'est-ce pas, les fugues, ceci et cela, n'est-ce pas, on en a eu encore récemment. Mais bien évidemment. Alors, lorsqu'on regarde donc cette passion déclenchée par ces sports, les clans rivaux qui se créent et qui s'étripent à longueur de journée, est-ce qu'aujourd'hui on peut véritablement dire que le sport donc est un instrument de cohésion sociale ou alors il est devenu un objet de discorde sociale? Non, le sport ne saurait être un objet de discorde social. Ça, c'est des petits jeux enfantins, comme on le dit au quartier. Non, oui, tout ce qui se passe, encore que c'est dans les réseaux sociaux. Hein. Les réseaux sociaux ne sont pas formels, ça, il faut le dire. C'est-à-dire que les gens se chahutent, ils se tripent, ils se déchirent dans les réseaux sociaux. Ce que vous ne savez pas, moi, je peux vous mettre au défi. Les gens qui se tripent dans les réseaux sociaux, ils sont assis au bar. Là, ils sont assis dans le petit maquis. Ils sont assis dans le petit maquis le soir. C'est-à-dire qu'il y a un qui est à Newbel, l'autre qui est à Ndokoti. Quand vous lisez ce qu'ils se disent, mais dès qu'ils se voient, il a dit, les gars, c'est comment la journée a été et tout et tout. Mais alors que quand ils sont dans les réseaux sociaux, c'est comme si c'est là-bas leur plateforme d'expression, n'est-ce pas, et pour leur envergure, pour dire qui ils sont et qui ils sont. Non, je crois que jusqu'à ce moment-ci au Cameroun, nous n'avons pas encore atteint cette cote d'alerte. Non, je ne pense pas. Nous n'avons pas encore atteint. On n'a pas encore atteint. Non, les gens sont... Non, il y a les petits conflits d'intérêts. Vous savez, nous sommes en sport et puis il y a des gens qui vivent de ces activités. Hein? Il y a des gens qui sont attachés au club, qui sont attachés aux équipes, qui en vivent, qui en tirent d'énormes profits parfois, qui ont des intérêts et ils doivent les défendre. N'est-ce pas? Ils doivent les défendre. Et pour les défendre, ils ne vont pas rester muets. Il faut qu'ils disent, il faut qu'ils donnent leur position. Il faut qu'ils disent à l'autre que toi, tu n'es rien. Bien évidemment. Comprenez, moi, je ne peux pas vous dire comment est-ce que on parle de certaines autorités sportives dans les médias et tout. C'est-à-dire que la passion que cela déferle, les débordements que je lis, bon, mais je me dis que bon, c'est encore assez, c'est contrôlable, c'est maîtrisable. On n'a pas encore atteint cette cote d'alerte qui veut que les gens se chinent, qui se déchirent, qui se poignardent. Non, on n'est pas, non, c'est pas, on n'a pas atteint ce niveau de fanatisme aveugle. Oui, ce fanatisme obscur et aveugle qui pourrait nous entraîner à la dérive. Alors, loin de la compétition, j'aimerais qu'on s'intéresse à présent à la pratique de l'activité physique. Je ne sais pas s'il faut que j'ajoute ou sportive. Non, dites ce que vous voulez. Alors, est-ce qu'on peut vivre sans pratiquer une activité physique et sportive, ou sportive? Oui. Ça dépend de votre état d'esprit, ça dépend de votre état physique, ça dépend de votre état d'esprit. Bref, en réalité, j'ai dit tout à l'heure que l'activité physique et ou sportive est déjà une activité libre. Ouais. Vraiment libre, mais qui doit se pratiquer de manière méthodique et adaptée. Alors, chaque individu, vraiment, et je vais vous dire, pour la culture de vos téléspectateurs, tant qu'on n'est pas mort, on peut pratiquer une activité physique. Mais puisque même alité, parce que malade, la maladie peut vous obliger à vous aliter, mais que vous ayez seulement une incapacité peut-être pour telle, une incapacité de 2% ou de 10% ou de 15% par rapport à. C'est-à-dire que vous pouvez avoir même une déficience provisoire ou définitive de tel pourcentage.
Ça ne veut pas dire que vous êtes mort. Ça ne veut même pas dire que vous êtes inapte. Mais vous pouvez seulement être dispensé de certains exercices. Vous comprenez, madame? Vous pouvez être dispensé médicalement. Vous pouvez être dispensé médicalement de certains exercices physiques, bien sûr, pas mathématiques, de certains exercices physiques. Vous comprenez? Si vous avez mal du côté gauche, pourquoi est-ce que le côté droit ne devrait pas être actif? Non, c'est un exemple que je prends. Et puis, ne perdez jamais de vue que la fonction crée l'organe. Hein. Ne perdez jamais de vue que la fonction crée l'organe. Si aujourd'hui on vous ampute le bras droit, le bras gauche doit être très actif. Vous allez vous rendre compte à un moment donné que vous êtes même très équilibré parce que vous avez 3 membres. Hein? Si vous amputez le bras gauche, il vous restera le bras droit et 2 jambes. Hein? Mais vous devez régler le problème de latéralité. Et parce que vous devez régler le problème de latéralité, vous allez faire des compensations qui voudront que vous soyez en train, pour conclure par rapport à ce sujet, tout le monde doit pratiquer, devrait pratiquer une activité physique et ou sportive, mais beaucoup plus une activité physique. Une activité physique parce qu'elle est libre, sans contrainte, mais elle doit être modérée et adaptée. J'insiste sur le terme adaptée. Elle doit être adaptée. Elle doit être adaptée à quoi? Elle doit être adaptée à l'âge, elle doit être adaptée au sexe, elle doit être adaptée au poids, elle doit être... Bref, elle doit être adaptée. Comprenez un peu? Elle doit être adaptée à votre maladie, elle doit être adaptée à... Parce que vous pouvez être diabétique, vous devez faire l'activité physique, vous pouvez être hypertendu, vous devez faire. Vous pouvez être obèse, vous devez faire. C'est-à-dire que les maladies métaboliques, là, vous devez, mais c'est pour ça que j'insiste à dire, elle doit être adaptée. Justement, parlant de maladies, on conseille de faire le sport pour éviter, par exemple, les maladies cardiovasculaires. Non, ce n'est pas le sport. Les activités physiques. Voilà, parce qu'il faut... L'activité physique. Voilà. Il est conseillé, et même très, très, très conseillé, de pratiquer les activités physiques et ou sportives adaptées. Parce que j'insiste sur le mot adapté, parce que je prends un exemple. Quand vous êtes à une activité physique et sportive qui ne soit pas adaptée, il y a des conséquences. Il va de soi. Vous pouvez penser que vous êtes en train de vous épanouir, de vous faire plaisir, alors que vous êtes en train de vous enfoncer et de détruire davantage votre organisme. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que très souvent, il est conseillé, par exemple, quand on est malade, n'est-ce pas, il y a 2 ressources humaines, il y a 2 compétences qu'il faut rechercher. D'abord, la compétence médicale, la compétence d'encadrement technique. Hein? Malheureusement, chez nous, le déficit économique, c'est-à-dire que les moyens financiers ne nous permettent pas, très souvent même, d'aller voir le médecin qui devait vous orienter vers un technicien de manière à ce que vous alliez faire. C'est-à-dire que quand vous imaginez... Qu'on fasse un sport adapté à son... Quand vous pensez, par exemple, que vous allez dépenser 15 000 francs pour rencontrer un spécialiste en clientèle privée, même si ce n'est pas un spécialiste, en clientèle privée, en clinique, et maintenant, vous devez aller payer peut-être 15, 20, 30 000 francs dans une salle. Et quand bien même vous arrivez dans la salle, il n'y a pas d'encadreur, n'est-ce pas, technique qualifié, n'est-ce pas, pour vous orienter. Parce qu'en fait, à ce moment-là, l'activité physique devrait être une ordonnance médicale. Et quand on parle d'ordonnance médicale, il y a les remèdes. Les remèdes, c'est quoi? Les remèdes, ce sont les exercices. Et quels exercices? Les exercices choisis et adaptés à la pathologie, à la corpulence. Parce que vous ne pouvez pas avoir 100, 110, 120 vous avez kilos, vous avez 1,50 m, et puis maintenant, on vous demande de faire des sauts avec la corde, n'est-ce pas? Alors que vous avez un bon petit bidon, vous avez une poitrine qui tombe et tout, comprenez que votre cœur va s'arrêter.
Mais malheureusement, si vous faites si vous faites la ronde des salles, ou bien des milieux publics en plein air, les week-ends, il faut zone partout là, essayer de faire le tour. Où est-ce qui se passe là? À mon avis, c'est la catastrophe. Mais comme nous avons plutôt envie de santé, nous nous livrons à ces activités de manière aveugle et avec des conséquences inimaginables. Justement, je voulais parler de ces conséquences-là parce que si l'activité physique pour contourner certaines maladies, mais comment expliquer aujourd'hui qu'on a de plus en plus de sportifs et même de haut niveau qui sont atteints de certaines maladies, surtout cardiovasculaires, et même qui meurent de façon... Non, ce n'est pas le sport qui élimine les maladies. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une maladie congénitale, vous pouvez avoir été un sportif de haut niveau, mais vous attrapez une maladie entre-temps. Vous comprenez un peu? Mais le sportif est un être humain comme tout autre. N'est-ce pas? La pratique lui permet seulement de rallonger, c'est-à-dire que de reculer les murs de sa prison, comme on dit. Oui. Hein? La pratique des activités physiques et ou sportives, n'est-ce pas, permet aux sportifs de reculer les murs de sa prison. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si hier vous étiez dans une prison d'1 mètre carré, si vous commencez à faire votre activité là-dedans, vous allez vous rendre compte que le mètre carré là ne vous suffit plus. C'est-à-dire que vous poussez ça un peu. Non, je veux dire quoi? Je veux dire que si au repos, vous aviez 90 pulsations à la minute, si votre cœur battait 90 fois à la minute, c'est-à-dire que les pulsations cardiaques au repos, et qu'on vous mette en cellule, où vous restez, commencez à faire votre sport là-bas tous les jours, vous allez vous rendre compte après 2 ou 3 mois que au repos, votre cœur ne bat plus à 90 pulsations à la minute, il bat déjà à 80 pulsations à la minute. C'est là où on dit que le sport permet à l'homme de reculer les murs de sa prison. Vous comprenez un peu? Donc, mais cela ne veut pas dire que les sportifs ne vont pas tomber malades. Okay. Ils vont contacter les maladies parce qu'ils mangent les mêmes choses que vous et moi. Vous comprenez un peu? Ils n'ont pas de recette spéciale. Ils vont partout où nous allons. Nous mangeons les mêmes choses. À la seule différence que maintenant, le sportif, lui, à partir de la pratique régulière, élimine le métabolisme élimine, n'est-ce pas, les mauvaises graisses, le mauvais cholestérol, plus facilement et plus vite et de manière régulière, n'est-ce pas? C'est ça qui lui permet de rester comme nous pouvons être là encore aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas ouverts aux maladies. Le corona n'en a pas épargné, n'est-ce pas? Le corona, par exemple, n'en a épargné personne. Si le corona arrive là, il trouve que vous êtes dans des conditions malsaines, il va vous prendre. D'accord. Que vous soyez sportif ou pas. Quand on a été un sportif de haut niveau, comment faire la transition après l'arrêt des compétitions? Non, après l'arrêt des compétitions, il est conseillé de réduire. C'est d'ailleurs automatique. Je pense qu'il y a une image qui a circulé lors d'une séance d'entraînement à Blida. À la veille du match contre l'Algérie, où le président de la fédération, n'est-ce pas, a chaussé les godasses. Et bon, les gens ont dit non, pourquoi? Bon, bref, la transition, il n'y a même pas de transition. Elle s'impose. Elle s'impose dans le rythme de vie qui a changé. La pratique, vous n'êtes plus là. Maintenant, vous cherchez. D'ailleurs, vous voyez un peu comment les sportifs de haut niveau sortent. Ils partent des grands clubs pour des clubs moyens, pour des petits clubs, pour des pays où on les connaît même. On ne parle pas beaucoup de certaines disciplines sportives. Et après, un jour, ils vous annoncent leur retraite. Vous comprenez un peu? Et quand ils vous annoncent leur retraite comme ça, c'est pour se retrouver avec des amis au quartier, en train de taper sur le ballon. C'est-à-dire que, juste de manière à ce qu'on les voie, qu'ils sont encore net. Mais ils ne peuvent plus produire, ils ne sont plus producteurs. Hein? Ils ne sont plus producteurs. Mais comme ils ont pratiqué et comme ils doivent rester dans la pratique, il faut que tous les jours, ou à un certain rythme, n'est-ce pas, qu'ils se maintiennent, parce qu'ils ont aussi envie de présenter. Parce qu'ils vendent, ils ont une image à vendre. Oui, de manière perpétuelle.
ils ont une image à vendre et à défendre et à vendre. N'est-ce pas voir un sportif de haut niveau avec une bédaine qui traîne, n'est-ce pas, ce ne sera plus celui-là que les enfants vont aduler. Il y en a qui ont déjà quand même pris quelques kilos. Oui, ça c'est normal aussi. Bon, j'aimerais quand même... Est-ce que vous pratiquez encore le sport? Oui. Alors là, moi, si c'est pour l'activité physique... L'activité physique, pardon. Je ne pratique pas seulement l'activité physique, je pratique même du sport. D'accord. Parce que c'est vrai que beaucoup plus d'activité physique et pas du sport. Parce que, comme je vous ai dit, le sport, il y a le jeu, certes, mais il y a l'enjeu de la compétition. Oui. Et en raison de la compétition, elle déferle. C'est-à-dire qu'elle donne droit à tout, à des débordements même. Et quand vous avez atteint un certain niveau de pratique, vous devez éviter les accidents. Or, la compétition est à l'origine de certains accidents. Oui. Surtout dans les sports collectifs. Il n'en demeure pas moins qu'il y en a aussi dans les sports individuels. Mais dans les sports collectifs, il y a les heurts. N'est-ce pas? Il y a des accrochages. Il y a des contacts, oui. Il y a des contacts, n'est-ce pas? Et moi, je pratique. Moi, je pratique, je suis à 5 séances par semaine. Oui, et puis bon, en temps normal, je joue. C'est-à-dire que je fais le sport. Écoutez, je fais le sport 2 fois par semaine et je fais mes activités physiques 3 fois. D'accord. Alors, ici, on parle déjà un peu de vous pour sortir, parce que dans quelques minutes, on a terminé. Vous avez été enseignant et encadreur de sport. Alors, j'aimerais comprendre, quel plaisir tire-t-on lorsqu'on a ces casquettes-là? Oh, le plaisir de voir les enfants grandir à partir des rudiments que vous leur avez donnés. Oui, c'est-à-dire que, je prends un exemple, je suis fier aujourd'hui d'avoir contribué à l'édification de la fédération, à la création déjà de la fédération camerounaise de gymnastique, qui est devenue la Camer-Gym. Donc je suis membre fondateur, et membre créateur ou fondateur, et après j'ai été vice-président là-bas, j'étais entraîneur de gymnastique, j'étais juge, j'étais tout là-bas. Après je suis sorti, et en football, j'ai joué en première division. J'ai été entraîneur en première division, j'ai joué au volleyball, j'ai joué au handball. Donc je dis aujourd'hui, je ne joue plus au football, mais je pratique le maracana. C'est-à-dire que qui est comme le football, mais qui est très intense, qui est plus intense que le football. Il se joue à 6 dans une salle, après dans un terrain de handball, n'est-ce pas? C'est ce que moi je fais maintenant. J'ai dit 2 fois par semaine, mardi et vendredi, mais 3 fois je fais mon activité physique. C'est-à-dire que là, c'est ma volonté. Mais là-bas, on m'oblige. C'est-à-dire que je suis obligé de faire des choses qui peuvent même me dépasser. Mais quand je fais mon activité physique, il n'y a pas de problème. C'est libre. Alors, est-ce qu'il y a des déboires lorsqu'on a cette carrière-là? Ou alors tout va bien? Oh, ben vous savez, au Cameroun, hein, il y a plus de déboires que de fierté. Mais moi, je vais vous dire sincèrement que je suis fier. Je suis d'autant plus fier que quand je vois mes états de service, j'en suis fier. Parce que je suis parti de rien. Je suis parti d'une ménagère et d'un menuisier, n'est-ce pas, pour être ce que j'ai été, n'est-ce pas, grandi dans un quartier de Douala. Je suis né à Douala, à Akwa ici, en plein cœur d'Akwa. Mais à l'époque, la vie n'était pas comme aujourd'hui. Hein. On était au bord de la misère, vous comprenez. Mais je suis fier parce que j'ai fait... il y a des enfants, il y a beaucoup de personnes pour qui j'ai suscité des vocations. Déjà, quand j'étais étudiant, je vais vous dire la meilleure. Mon voisin, moi j'ai occupé les fonctions de sous-directeur de l'administration centrale. Mais mon voisin à qui j'ai dit, va faire le concours ici, lui il a été directeur. Alors que ses parents disaient que non, nous ne voulons pas, n'entraîne pas notre enfant dans cette... Il vit encore, il est là. S'il écoute cette émission, il va comprendre de qui je parle. Mon voisin, son papa, sa maman, et nous deux, on nous a enfermés dans la chambre. Je leur ai dit, papa, laissez-le aller faire son concours d'entrée à l'INGS. C'était un sprinter, c'était un gars fort et tout. Non, nous on veut qu'il soit magistrat, machin, truc et tout et tout. Je lui ai dit, maman, donc pensez que moi je vis mal là. Hein, c'est mon jeune frère. Quand il a eu, dans sa carrière, il était directeur dans les services centraux.
Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois en être fier. Absolument. N'est-ce pas, quand je faisais mon stage pédagogique, j'ai mes enfants, j'ai des élèves que j'ai enseignés il y a 35 ans qui sont aujourd'hui des délégués. Hein? C'est-à-dire que de qui j'ai suscité la vocation d'enseignant parce que en fait, c'est pas l'auto-glorification, mais je dis que j'ai façonné. Il y a quelque chose que j'ai transmis en certains enfants qui ont cru que être enseignant d'éducation physique, n'est-ce pas, c'était une sommité. Alors, est-ce qu'on doit comprendre qu'avec l'environnement actuel au Cameroun du sport, vous auriez refait ce choix-là? Oui, c'est vrai que le premier choix que j'avais fait dans ma vie, c'était aller dans l'armée. C'était dans l'armée. Bon, quand le sport s'est présenté, pour moi, c'était pas une opportunité, mais c'était un choix d'un ami. J'ai accepté. Et puis, aujourd'hui, s'il faut recommencer, je dis sincèrement que je ne serai peut-être pas prêt. Pourquoi? Parce que déjà, quand je vois la situation, d'abord des enseignants en général au Cameroun, si je vois la situation des enseignants en général au Cameroun et celle des enseignants d'éducation physique et sportive en particulier, c'est un débat que je ne peux pas ouvrir ici. Mais je n'aurai jamais. D'ailleurs, j'avais dit un jour, et ça je dis, que si j'avais été enseignant dans les conditions actuelles, je serais parti du pays depuis. Je n'allais pas accepter. Je ne pouvais pas supporter ça. Je ne pouvais pas supporter. Non, je serais parti du pays. J'ai beaucoup d'amis qui sont partis quand on est sorti de l'école. Ils sont là-bas, on se parle tous les jours. Mais de ma guide, tu vas rester faire quoi avec eux? Non, je ne regrette pas aujourd'hui. Non, je pouvais regretter hier, mais aujourd'hui, je ne regrette pas. Bon, c'est vrai que c'est très compliqué d'être enseignant d'éducation physique et sportive au Cameroun aujourd'hui. C'est très difficile et très compliqué. Ah oui, parce que vraiment, si j'ouvre ce débat-là, je suis sûr que les gens viendront me suivre au sortir d'ici, n'est-ce pas, pour me dire que on t'a envoyé là-bas pour. De toutes les façons, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci encore d'avoir accepté notre invitation et merci pour toutes ces notions transmises aujourd'hui. Oh, c'est un devoir régalien. C'est-à-dire que c'est volontiers que j'ai répondu à votre invitation. Et pour moi, je crois qu'il est important que les Camerounais sachent, n'est-ce pas, l'importance, non, déjà la différence qu'il y a entre l'éducation, parce qu'il faut commencer par l'éducation, pas l'éducation physique. L'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives et le sport. C'est-à-dire que la taxonomie et la classification, les vertus de chacune de ces entités, n'est-ce pas? Et puis, quand on l'aura compris, il faudrait seulement, de manière générale, qu'on comprenne que aujourd'hui, un État ne peut plus exister sans le sport et sans l'éducation physique et sportive qui façonne les individus qui pratiquent le sport de demain. Et c'est pour ça que moi, nous interpellons l'État du Cameroun de manière à ce qu'il valorise la fonction, la profession d'enseignants d'éducation physique et sportive, puisque c'est eux qui sont à l'origine. Hier, c'est eux qui ont fabriqué tous les champions. Ils sont à l'oubliette aujourd'hui, ces enseignants d'éducation physique. C'est eux qui ont fabriqué tous les champions d'hier. C'est eux qui ont pu détecter les talents. Des talents. Aujourd'hui, les fédérations sont venues prendre le relais, n'est-ce pas? Mais il faut dire que les fédérations ne puisent que dans les établissements primaires et les établissements secondaires, n'est-ce pas, où les enfants sont encadrés par les enseignants d'éducation physique et sportive qui, malheureusement, n'est-ce pas, ne sont pas valorisés dans le pays. Emmanuel Guidio, merci. C'est moi qui vous dis merci. Et merci à tous les téléspectateurs à qui je renouvelle les vœux. Et très sportivement. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain. Il est où? Qui vient me libérer?